Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Au début de la guerre de 100 ans, d'après les textes que j'ai pu voir et les livres que j'ai pu lire, beaucoup d'Anglais peuvent croire que le conflit va être rapide. Après tout, les premières décennies sont plutôt favorables. Édouard III remporte Crécy, Calais tombe donc, le roi de France est capturé à Poitiers, tout ça se passe bien pour nous. L'armée anglaise impressionne toute l'Europe, faut le dire. Les archers deviennent presque mythiques, j'y reviendrai. L'Angleterre paraît soudain capable non seulement de résister à la France, mais peut-être même de la dominer. Quand je dis j'y reviendrai dans le bonus. J'expliquerai les archers un peu plus en détail. Et pour ça, il faut être abonné, mais bon, voilà. C'est une autre parenthèse. Et pourtant, derrière ces victoires éclatantes, je crois qu'on peut vraiment le dire, qui nous ont fait très mal, c'est sûr, il y a une autre réalité qui s'installe lentement dans le royaume anglais, donc une réalité beaucoup moins glorieuse, parce que gagner une guerre coûte énormément d'argent. Et plus la guerre va durer, plus elle transforme profondément la société anglaise. Les historiens insistent d'ailleurs sur ce point, la guerre de 100 ans n'est pas seulement un affrontement militaire, c'est aussi une gigantesque machine financière. Or, l'Angleterre a une faiblesse structurelle majeure, ses ressources sont très limitées. Le royaume est beaucoup moins peuplé que la France et moins riche globalement, beaucoup moins riche. Et surtout, le roi d'Angleterre ne peut pas, encore une fois, j'insiste là-dessus parce que c'est très important, il ne peut pas lever librement autant d'impôts qu'il le souhaite. Il doit négocier. C'est quand même une différence fondamentale avec la monarchie française. Vous me direz, ils ont des comptes à rendre aussi, mais c'est vraiment assez rare. Très, très rare. Et en Angleterre, les grands impôts donc, nécessitent l'accord du Parlement, notamment celui des communes. Et ça change complètement la manière dont la guerre est vécue politiquement. Et j'insiste sur le mot politiquement. En France, la guerre peut encore paraître largement comme étant une affaire royale, d'ailleurs une affaire de dynastie. On n'est pas véritablement français, pas encore à cette époque-là, comme on n'est pas encore véritablement anglais. Voilà, on parle pas très loin de la même langue. On comprend rien de ce qu'ils disent ni ce qu'ils mangent, mais ça c'est pas nouveau. Mais voilà, j'en rajoute un petit peu bien entendu. Mais globalement, ça reste quelque chose d'assez loin, sauf quand on a contre soi, et notamment en Guyane, donc une partie de l'Aquitaine, la Dordogne, etc. Quand on a des chevauchés de soldats, des brigandages, etc. Ça, on la vit sur le terrain. Mais par exemple, en Basse-Bourgogne, en Franche-Comté, le mot n'existe pas, c'est la Comté franche, ou plutôt en Provence, si vous voulez, là, il ne se passe pas grand-chose. La guerre de 100 ans, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas vraiment. D'ailleurs, ça ne s'appelle évidemment pas comme ça, bien sûr. Vous vous en doutez. Et puis en plus, c'est pas une guerre, on n'est pas en guerre comme en 40. Hein. C'est des batailles, et puis il ne se passe rien. Et puis voilà, c'est surtout, vous imaginez ça, c'est plus d'un siècle de présence anglaise chez nous. Donc c'est quelque chose... oui, on en a connu, nous, des invasions. Voilà, ça change pas particulièrement la vie quotidienne de pas mal d'endroits, faut pas exagérer. Mais en Angleterre, c'est vraiment une affaire publique, et une affaire publique qui dure. C'est un sujet débattu, qui est contesté, qui est commenté. Et la guerre entre littéralement dans la vie politique nationale. C'est presque la nation qui se crée là. Chaque campagne militaire exige de nouvelles sommes. Oui, il faut aller en chercher. Un peu comme César, à l'époque, était obligé de rendre des comptes. Il faut payer les soldats, il faut entretenir les garnisons, il faut financer les traversées maritimes, parce qu'évidemment, comme c'est pas chez eux, il faut faire des allers-retours, il faut nourrir les chevaux, il faut acheter les armes, il faut construire des fortifications, il faut solder les alliés étrangers. Solder, ça vient de là, donner une solde. Il faut maintenir Calais, comme je le disais tout à l'heure, il faut équiper les flottes, etc., etc. Tout ça coûte de véritables fortunes. Et le problème est immense, parce que l'Angleterre ne dispose pas d'une grande marine permanente. Encore une fois, ni d'une armée permanente. Et le roi dépend largement des navires marchands réquisitionnés. Autrement dit, la guerre désorganise complètement, directement l'économie. Les bateaux commerciaux deviennent des transports militaires, les équipages sont mobilisés, les ports voient partir leurs navires, certaines villes souffrent énormément. Great Yarmouth, par exemple, vraiment, c'est un des exemples qui est constamment cité dans les livres d'historiens. Great Yarmouth, c'est un grand port de pêche et de commerce qui fournit une quantité considérable de navires pour les campagnes royales, et comme je le disais tout à l'heure, entre 1335 et 1340, la moitié de sa flotte marchande sert régulièrement le roi.
Donc imaginez les conséquences un peu, moins de commerce, moins de pêche, moins de revenus, moins de circulation maritime, des équipages qui s'en vont, des marchandises qui sont bloquées. D'où le déclin en fait de Great Yarmouth. En plus, ils ont, comme tout le monde, récolté la peste noire, liée en partie d'ailleurs aux perturbations provoquées par la guerre. Donc la guerre détruit directement certaines économies locales anglaises, des villages entiers sont désertés, désertifiés, et ce phénomène touche aussi le commerce international. Faut pas croire, c'est une mini-guerre mondiale en fait, parce que l'économie anglaise dépend énormément des échanges avec le continent. La laine anglaise alimente les ateliers flamands. Le vin de Bordeaux arrive, lui, massivement en Angleterre. C'est pas nouveau. Il y a des exportations, bien entendu, et les Anglais adorent le vin anglais, peut-être le vin français, pardon, le vin de Bordeaux, peut-être parce qu'ils y sont restés un moment. Donc, évidemment, les marchands vivent de toutes ces traversées maritimes. Or, la guerre va perturber tout ça. Et les livres donnent des chiffres assez impressionnants. Bon, je ne vais pas revenir je vais pas vous écraser de chiffres parce qu'à l'oral c'est pas toujours très marrant. Mais sur le vin bordelais par exemple vers l'Angleterre, avant la guerre, il y a plus de 74 000 tonneaux qui quittent Bordeaux vers l'Angleterre. Et puis l'année suivante, dès que la guerre commence, imaginez, on passe de 74 000 à 16 500. L'année suivante, et puis en 1348, 6 000. Vous voyez un peu, de 74 000, on passe à 6 000. Et jamais ce commerce-là ne va retrouver son niveau précédent. Jamais. Donc ça signifie aussi quelque chose de très concret pour les Anglais, hausse des prix, difficultés commerciales, tensions dans les ports et dans les villes importantes, pertes financières, instabilité économique, tout ça est très très fort. Même les pêcheurs, bien sûr, sont touchés. Les pêcheurs de Norfolk, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils en ont eu ras-le-bol d'être appelés pendant la saison du hareng, donc ils ont fait une sorte de grève en fait. Ils se sont un peu levés. Bon, ça n'a pas duré longtemps. C'est vraiment une dimension essentielle de la guerre. Elle pénètre dans le quotidien des travailleurs ordinaires. Donc le pêcheur ressent la guerre, les marchands, je ne vais pas en faire des tonnes, le paysan évidemment, bien sûr. Et la couronne anglaise, elle, va prélever nourriture, chevaux, bateaux, matériaux, approvisionnement militaire. Et comme le roi paie mal ou tard, les populations locales se sentent exploitées par le gouvernement. Calais, notamment, est révélateur. Après la conquête, la ville devient une immense base anglaise sur le continent, mais tout ça coûte cher, je ne vais pas revenir sur tout ça. Mais ça modifie beaucoup la relation entre le peuple anglais et le pouvoir royal, parce que pour lever des impôts, donc il faut convaincre, et le Parlement est issu du peuple, bien sûr. C'est vraiment le lieu de contrôle politique. Et les communes veulent savoir où va l'argent, comment il est utilisé, pourquoi certaines campagnes échouent, qui profite réellement à la guerre. Et quand les opérations militaires vont tourner plutôt mal à la fin du XIVe siècle, les accusations vont tomber gravement. Des ministres sont accusés de corruption, de détournement, de mauvaise gestion. Ça signifie que la guerre va accélérer le développement d'une culture politique parlementaire anglaise. Le roi doit rendre des comptes de plus en plus. Plus la guerre dure, plus les tensions vont monter. Le pouvoir va chercher des nouvelles solutions fiscales et c'est là que surgit l'un des moments les plus explosifs de toute l'histoire anglaise médiévale. C'est ce qu'on appelle la poll tax. Vous avez certainement entendu parler de ça, c'est l'impôt par tête. Chaque adulte doit maintenant payer, même les plus pauvres. Oula, parce que forcément, on a eu un recensement en 1066, le Domesday Book, recensement total, mais maintenant il faut payer par tête, par personne, et pour beaucoup d'Anglais, c'est insupportable. Les campagnes militaires coûtent de plus en plus cher, les résultats sont de moins en moins évidents, le ressentiment grandit, et en 1381, donc c'est la fameuse révolte des paysans, la célèbre Peasant Revolt. Les historiens établissent vraiment très clairement le lien entre cette explosion sociale et les besoins financiers de la guerre. C'est vraiment un moment capital, parce qu'il montre que la guerre de 100 ans ne transforme pas seulement les armées ou les frontières, elle transforme aussi les rapports sociaux anglais. Les paysans vont contester l'impôt, vous allez me dire tout le monde conteste les impôts, mais enfin là, très fortement. Les villes contestent les politiques royales, les populations côtières se plaignent des soldats. Dans le Kent et le Sussex, des pétitions dénoncent les violences des militaires, les vols, les extorsions, les viols bien sûr, ça va avec, les logements forcés imposés aux habitants. Mais oui, c'est pas l'armée d'occupation, c'est vraiment l'armée anglaise, c'est les militaires anglais chez eux. Autrement dit, la guerre exportée vers la France finit par
revenir comme une sorte de boomerang dans les rues anglaises elles-mêmes. Et pendant ce temps-là, il y a une autre chose qui se produit, c'est que le pouvoir royal utilise cette guerre, donc je le disais tout à l'heure, pour construire ce discours national. Les gouvernements anglais vont répéter sans cesse que les Français menacent le royaume, le peuple et la langue anglaise. Et cette propagande joue vraiment un rôle immense parce qu'elle contribue vraiment à unir une société qui est traversée de tensions sociales énormes. Mais ils ont senti que c'était le moment et que la guerre devenait alors un ciment politique, une sorte d'outil de cohésion. Vous voyez, hein, ça encore, c'est pas nouveau, c'est assez intéressant. C'est vraiment tout le paradoxe de cette période. Même affaiblie économiquement, cette guerre contribue à renforcer l'idée même d'Angleterre, en fait. Et cette contradiction va devenir encore plus forte quand les victoires militaires vont commencer à se transformer lentement en épuisement national.